Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Parlons franchement. Mon invité aujourd'hui est M. Abi Raoul, maire de la commune de Marcory. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de votre commune, la commune de Marcory, que vous dirigez depuis 2013. C'est l'une des communes phares de notre capitale économique. Avec en prime le pont Henri-Konan-Bédier qui en ajoute à son charme. Je rappelle aussi que vous êtes membre du bureau politique du PDCI RDA et à ce titre, nous parlerons de politique, des grandes batailles électorales qui approchent à grands pas, notamment l'élection présidentielle. Vous êtes directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara dans la commune de Marcory. Nous parlerons aussi du projet de grand parti unifié autour des présidents Henri-Konan Bédier et Alassane Ouattara. Et chaque jour qui passe, on voit les prémices de ce parti se dessiner. Mais d'abord, découvrons l'homme Abi Raoul. Vous êtes né, d'après mes informations, en 1965. Vous avez donc 50 ans. Vous êtes ingénieur qualité. C'est quoi un ingénieur qualité? Ça fait quoi? Un ingénieur qualité est un optimisateur de processus. Mettre en place une démarche qualité, c'est de mettre le client au milieu du processus. C'est une démarche nouvelle. C'est la dernière méthodologie managériale pour optimiser la gestion d'une entreprise. Donc un ingénieur qualité, à partir de son expérience, va mettre le client au milieu du processus. Tout va partir du client. Que veut le client? À partir du client, on va mettre tout le processus qu'il faut pour satisfaire le client. Vous êtes également un spécialiste en gestion des ressources humaines. Vous avez fait des études de gestion des ressources humaines en France. Vous êtes allé en France en quelle année? Oh, je suis allé en France il y a une trentaine d'années. Je ne me rappelle plus exactement la date. J'ai fait 30 ans à peu près en France. Et c'est ce qui explique qu'à Marcory, on vous appelle le maire Choco. Il paraît que vous parlez comme un blanc. Si vous le dites. Très bien. Alors, dans la vie professionnelle, vous êtes chef d'entreprise, puisque vous êtes président fondateur d'un groupe universitaire privé. Comment tout cela est arrivé? Ce n'est pas un jour comme ça pour dire, bon, je vais fonder un groupe, c'est quoi? On recherche de l'argent ou bien c'est l'amour de la formation des jeunes? Non, je pense que ma formation de base même me prédestinait à ce métier, puisque, vous ne l'avez pas souligné, bon, mais toute modestie mise à part, je suis ingénieur qualité, j'ai quand même un master spécialisé en management des entreprises. J'ai un 3e cycle de droit, un 3e cycle d'économie, un 3e cycle de psycho et puis un certificat en ressources humaines. Alors quand on a cette formation, on a envie d'apprendre aux enfants comment apprendre. Voilà. D'où cette vocation de créer une université privée pour éduquer les jeunes Ivoiriens, pour leur inculquer le savoir et puis leur permettre de se dépasser. Et aujourd'hui, ce groupe compte en son sein une dizaine d'écoles supérieures. Ouais, une dizaine d'écoles supérieures spécialisées, dont l'Institut de la qualité, qui est un des tout premiers instituts créés en Afrique. Vous êtes, on peut le dire, un chef d'entreprise. Vous employez combien d'Ivoiriens? On a aujourd'hui, à tout casser, on a, on va dire, 250 consultants vacataires et puis une centaine de salariés permanents. Bien, monsieur le maire, comme je l'ai dit, vous êtes président fondateur d'une université privée. On sait les services que les écoles privées rendent, contribuent au développement du pays, forment les jeunes parce que les universités publiques ne peuvent pas absorber tous ces jeunes-là. Mais vous savez ce que certains Ivoiriens pensent des universités privées, la qualité de l'enseignement qui est dispensé est parfois décriée. Ça vous interpelle? Oui et non, parce qu'au groupe CSI, nous ne nous sentons pas concernés, quand bien même étant une université privée en Côte d'Ivoire, nous formons et nous diplômons les jeunes Ivoiriens nous leur décernons une double diplomation. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des diplômes ivoiriens et des diplômes français. Alors c'est une des rares universités privées qui a ce système-là. Donc nos étudiants sont évalués par des professeurs français qui viennent en Côte d'Ivoire pour les évaluer. Donc il ne peut pas y avoir de connivence entre les enseignants et les élèves quant à l'obtention des diplômes. Mais ces critiques-là, vous les entendez, vous les voyez, j'en suis sûr. Oui, bon, c'est vrai que les universités font quand même d'énormes efforts. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. Lorsque vous avez 3000 élèves qui passent un examen, ce n'est pas tout à fait évident que le système soit complètement intact et qu'on ne puisse pas y avoir des failles. Mais je pense que l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, privé en Côte d'Ivoire, s'améliore de jour en jour.
Et je pense qu'il faut rendre un hommage aux fondateurs, puisque l'État de Côte d'Ivoire même fait confiance aux fondateurs tous les ans en nous envoyant des milliers de On ne va pas les dollars. mettre tous dans le même panier, mais on sait que certains privilégient leurs intérêts. Il y en a qui précipitent la formation. Avant la fin de l'année, on demande aux enseignants de se dépêcher, de fermer parce qu'on ne veut pas les payer. Ouais, bon, allez, c'est une minorité. Bon, ça peut arriver, c'est une minorité, mais je pense aussi que l'enseignement supérieur, comme dirait l'autre, c'est aussi un business, c'est un commerce. Donc c'est vrai qu'il peut y arriver que quelques-uns parmi les fondateurs n'aient pas toujours à l'esprit l'orthodoxie du métier, mais je pense que c'est une infime minorité. Très bien. Alors, on va parler d'un autre aspect de l'invité à Biraoul. En préparant cette émission, j'ai appris que vous êtes un grand danseur guerrier. Vous confirmez? Oui, je suis dans ce guerrier de ma génération, la génération d'Ouboua Soukrou, à Noumabo. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Étant allé très tôt en France, et que dans ce guerrier, ça me permet de renouer avec la tradition. Et j'ai coutume de dire que celui qui paie son histoire, celui qui paie sa culture, sa tradition, celui-là, il est voué à mourir 2 fois. Parce que nous allons tous mourir, mais celui qui n'a pas ce côté culturel, traditionnel en lui, quand il meurt, il est vraiment mort. Il n'a rien à transmettre. Vous n'avez pas vos attributs, on vous aurait demandé de nous esquisser quelque part. Parce que je l'aurais fait beaucoup de plaisir. Le dire comme ça, oui, mais est-ce que dans la réalité, vous savez danser vraiment? Non, mais c'est vrai qu'on aurait été au village, je l'aurais fait avec beaucoup de plaisir parce que il faut dire que j'aime la chose. J'aime la chose culturelle, j'aime bien cette tradition qui est riche, qui est très dense, qui nous apprend le respect des anciens, la prise au pouvoir. Vous voyez, par exemple, c'est grâce à cette tradition que j'ai su que pouvait être ébrié. Ébrié, le thème est péjoratif. Le vrai thème, c'est Kabio, Tchaman et les Kamans. Pour être Achan, il faut appartenir à une famille qu'on appelle Mondo et appartenir à une génération. C'est très important. Quelqu'un qui s'est dit ébrié, il faut qu'il ait une famille. Il faut qu'il appartienne à une génération. Une génération. Voilà. Dans la génération, c'est là. Qui se passe le pouvoir absolument. De façon cyclique. Voilà. Et cette génération-là, l'initiation, c'est la danse guerrière. Alors, tous les 15 ans, il y a une génération qui arrive à maturité et qui fait sa danse guerrière. Donc, c'est très important pour vous. C'est capital. Et j'ai remarqué d'ailleurs que mon fils, arrivé à Abidjan, lors de la fête de génération de sa mère, a demandé à être déguisé. Voilà. C'est-à-dire à s'habiller comme l'autochtone pour faire cette danse-là. Et ça m'a rendu très fier. J'ai vu que je n'ai pas tout perdu. Alors, dans la vie quotidienne, cette appartenance à une double culture, comment vous la vivez culture, j'allais dire occidentale, hein, comme tout Ivoirien qui a fait des études en Occident, et la tradition? Ben, je pense que c'est enrichissant parce que quand on a voyagé, quand on a vu d'autres choses, on peut avoir un point de benchmark. Alors le point de benchmark, c'est un point de comparaison. Vous voyez, la culture française, ma femme elle est française, mes enfants sont français et ivoiriens. Moi, je suis ivoirien. C'est vrai que j'ai vécu en France, mais je suis ivoirien, entièrement ivoirien. Mais ma famille, elle est binationale. Mais ça me permet de comprendre aussi les mécanismes de fonctionnement, la culture française, et en même temps, ça me permet de mieux apprécier ma culture traditionnelle. Je vois bien que dans ma culture, le respect de l'ancien, la parole donnée, les ancêtres ont une importance capitale. Voilà, alors qu'en Occident, ce sont des valeurs qui se perdent. Dans une commune comme Marcory ou à Noumabo, qui reste toujours très village, hein, très attaché à la tradition, est-ce que l'ancrage dans la culture, dans la tradition, est un atout pour être élu? Oui, c'est important parce que Anoumabo est un gros village. Je suis issu d'Anoumabo, je viens d'Anoumabo. Et c'est vrai qu'à Anoumabo, il y a aussi le village d'Abia-Koumassi, le village d'Abia-Biti. Ces 3 villages-là donnent une spécificité, une dimension, j'allais dire mystique à cette commune. Voilà, parce qu'on a le Marcory moderne et puis tout près de nous, on a cette culture traditionnelle. Ce sont ces 3 villages, on peut le dire, qui font les élus d'Anoumabo? Ces 3 villages font les élus de Marcory. De Marcory, oui. Non, mais ils ne sont pas majoritaires. Mais il y a quand même un respect. Quand on vient d'Anoumabo ou d'Abia-Koumassi ou d'Abia-Biti, il y a des gens qui vous donnent quand même un droit de regard sur la gestion de la commune. C'est vrai qu'être autochtone d'un terroir, faire sa tradition, il y a des gens qui sont respectueux de ces choses-là, qui pensent que c'est un maire, c'est un chef de village. Voilà. Et par essence, ils ont envie de faire confiance aussi à celui qui est issu du terroir. Et l'occidental, enfin l'ivoirien qui a fait des études en Occident comme vous, là, vous êtes attaché à cet aspect des chefs de village?
Et oui, c'est important parce que le maire, c'est le chef de famille, c'est le chef de village, c'est celui qui aide tout le monde sans parti pris. Donc, il a besoin d'avoir une culture de chef de village. C'est important. Et j'y tiens. Alors, depuis 2013, donc, vous êtes à la tête de la commune de Marcory. Alors, j'imagine que la conquête d'une commune comme celle-là, une commune convoitée, il faut dire les choses, ça n'a pas été chose aisée. Pas très aisé, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que nous avons préparé cette chose. Parce que... Une quinzaine d'années qu'on entend votre nom dans ces choses-là, c'est-à-dire que vous étiez en train de ronger vos freins. Oui, parce que c'est l'envie de servir, c'est l'envie d'apporter quelque chose, c'est l'envie d'aider ses concitoyens. C'est important, je ne crois pas à ceux qui pensent qu'on devient sans vouloir. Pour devenir, il faut vouloir. Et je pense que quand on veut, on mûrit quelque chose, on mûrit des projets pour sa commune. Et c'est ce que nous avons fait durant ces 15 dernières années. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance de votre côté? Mais parce qu'il y avait des noms, il y avait des noms, on ne va pas les citer, des noms qui convoitaient le poste de maire. Le slogan qu'un de mes communicateurs nous a trouvé pour un t-shirt, c'est Abi Raoul, l'enfant de Marcory. Ça résumait tout. L'enfant de Marcory. Et c'est vrai que quand on est à Marcory, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des ambitions, mais je pense qu'il faut connaître Marcory. Il faut connaître le peuple de Marcory, il faut connaître les habitants de Marcory, il faut connaître tous les quartiers de Marcory. Voilà, c'est important pour faire pencher la balance de votre côté. Être proche des gens, c'est aussi important. Et c'est un projet que vous avez mûri, vous avez parlé d'une quinzaine d'années, pendant les vacances, on entendait pour tous les jeux, toutes les émissions de vacances, il y avait le nom de Abi Raoul, les enfants d'Abi Raoul. Voilà, cette année, moi je regarde vos vacances, je ne vois pas les enfants d'Abi Raoul. J'ai entendu dire par certains, tiens, Abi, voilà, il est élu maintenant et il abandonne les enfants. Pourquoi cette année vous n'êtes pas dans Ozo? Non, j'ai dit aux enfants qu'on fait une pause. On ne peut pas toujours faire Ozo, toujours gagner Ozo. Il faut aussi savoir, c'est une éducation, savoir passer la main aux autres. Cette année, Marcory fait pause pour permettre aux autres de gagner, mais qu'ils s'attendent à nous l'année prochaine. Nous viendrons pour le 4e titre de Ozo Vacances. Ah, très bien. Alors, quand un homme politique, monsieur le maire, se bat pour obtenir un mandat électif, c'est le premier objectif, c'est de servir. Alors, vous êtes là depuis 2 ans maintenant. Si vous deviez établir un bilan, que diriez-vous en 2 ans? Qu'est-ce que vous avez apporté aux habitants de Marcory? Alors d'abord, il faut dire que pendant la campagne, nous nous sommes donné quelques objectifs, 15, et nous avons pris 65 engagements. La première année, pour nous, c'était important de transformer ces objectifs et ces engagements en projets. Donc nous avons élaboré une quinzaine de projets qui se trouvent dans ce prospectus et que les gens peuvent s'approprier auprès de la direction de communication. C'est important qu'on ait des caps, qu'on ait une méthodologie. Donc la première année, transformer les objectifs, les engagements en projets. Ensuite, assainir la gestion de la mairie. Vous voyez, vu aujourd'hui le chômage endémique que connaît notre pays, nous avons pris un engagement simple, ne pas licencier quelqu'un à la mairie de Marcory. C'est important. Donc on a licencié personne. Ensuite, on a essayé de revaloriser les salaires. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, à Marcory, le salaire minimum, aujourd'hui, est de 100 000 francs. Il était à 69 000 francs. J'ai trouvé scandaleux qu'on puisse demander à des agents de faire un effort pour servir la population quand ces agents eux-mêmes n'ont pas le minimum. Donc, on a mis les salaires à 100 000 francs. On a donné à tous les salariés de la mairie une assurance maladie pour qu'ils puissent se soigner avec leur famille. C'est important. Et ensuite, on a mis les moyens de locomotion. Tous les directeurs de la mairie ont aujourd'hui un véhicule. Alors, chaque service a au moins un véhicule. On a mis un système d'information en place. Et maintenant, on peut dérouler, nous occuper, n'est-ce pas, des populations. Donc, dans nos projets structurants, on a l'hôtel communal. Vous voyez, Marcory, une des communes phares, vous avez dit, n'a pas un hôtel communal. Alors, nous avons monté un dossier. L'État de Côte d'Ivoire vient de nous autoriser à bâtir un hôtel communal moderne, digne de Marcory, à hauteur de 50 milliards à peu près. Achat de terrain, construction. Vous donnez combien de temps pour le réaliser, cet hôtel communal? On a 3 communal? ans pour le faire. La première pierre sera posée dès que le ministre de l'Intérieur nous fera signe que son calendrier le lui permet. Donc on a ce projet qui est phare. On a un grand projet qui va nous demander près de 200 milliards. On a besoin d'investisseurs. Ce projet, nous avons soumis à l'État et dans le Grand Abidjan, ce projet a été retenu. C'est la balade du monde qui va avoir lieu sur 1,6 km sur le boulevard de Marseille. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire va agrandir le boulevard de Marseille, voilà, nous, à notre tour, nous allons remblayer et sur 1,6 km, nous allons faire une balade du monde. Des restaurants de tous les pays, des 5 continents seront là avec des galeries, des salles de sport. C'est un projet structurant qui va transformer et changer l'image de Marcory.
Et nous avons un centre culturel qui est prévu aussi sur Makori, pour lequel nous sommes en train de monter le dossier pour trouver des investisseurs. Alors tout ça, il vous sera difficile de le réaliser dans les 3 prochaines années. Ça veut dire quoi? Il faudra au moins un deuxième mandat. C'est projeté, c'est-à-dire que nous avons fait, c'est ce qu'on appelle, on fait un triennal pour 3 ans et tous les 3 ans, on repart. Là, en 2 ans, on a monté tous ces projets-là. Maintenant, nous sommes à la recherche de financement. Je pense que dès fin décembre, on va commencer à élaborer, à mettre en place tous ces projets. Et pour les jeunes et les femmes, très concrètement, qu'avez-vous fait en 2 ans? Alors aujourd'hui, par exemple, nous avons lancé un grand projet qui nous tient à cœur, c'est le chômage n'est pas une fatalité. Si à la mairie de Makori, on n'a pas licencié les jeunes gens, et il y a ceux qui ne travaillent pas à la mairie, mais qui sont en quête d'emploi. Alors le chômage n'est pas une fatalité, c'est un projet qui touche à la fois les femmes et les jeunes. Pour ce qui concerne les femmes, tous les ans, pendant 3 ans, nous avons pris l'engagement de donner 100 millions aux femmes pour faire leur projet. Voilà. Et il y a aujourd'hui près de 500 femmes qui ont profité. Il y en a 2000 femmes qu'on attend. Et à terme, ce projet-là doit se transformer en banque de femmes pour permettre aux femmes de financer les projets. Pour les jeunes gens, alors nous avons coutume de dire aux jeunes gens que pour avoir un emploi, quand on est sorti de manière prématurée du système scolaire, il faut avoir un métier. Donc nous avons dégagé 50 millions pour former les jeunes au métier, gratuitement au métier. Un jeune qui est sorti du système scolaire, nous pensons que la mairie peut prendre l'engagement de le former à être plombier, peintre, électricien. Et la mairie prend sur lui. Et ceux qui sont diplômés, la mairie leur propose des techniques avancées de recherche d'emploi avec nos partenaires pour leur apprendre comment on recherche un emploi, comment on monte un dossier. Et il y a aussi quelque chose d'essentiel pour nous. Un jeune homme qui a un permis de conduire, c'est un premier passeport pour l'emploi. Donc nous offrons tous les ans 1000 permis aux jeunes de Makori. Nous pensons que si on tient ce cap-là pendant encore 2 ou 3 ans, on peut aider les jeunes à s'insérer positivement dans le système. Alors, vous avez dit, à votre arrivée, vous n'avez licencié aucun agent de la mairie et tout ça. Et combien d'emplois avez-vous créé depuis que vous êtes là? Aujourd'hui, vous voyez bien que la mairie n'a pas vocation à créer les emplois. Nous avons des entreprises qui sont dans notre commune, avec qui nous avons pris langue. Nous avons organisé avec eux en février une grande rencontre où nous avons parlé, nous sommes parlé franchement pour leur demander de nous venir en aide. Voilà. Et beaucoup d'entreprises nous ont promis. Aujourd'hui, par exemple, il y a une grande entreprise qui est en train de s'installer à Makori et qui nous a fait l'amitié de recruter une 20aine de jeunes. Mais ce n'est pas rien. Grâce à la mairie, on leur a envoyé des CV. Voilà. Ils vont nous prendre 20 jeunes à Makori. Et il y a tous les fêtières d'entreprises qui sont à Makori qui nous ont promis des stages. Et je pense que ces entreprises-là peuvent nous aider. Aujourd'hui, monsieur le maire, quand on arrive de l'aéroport, qu'on rentre dans la ville, on est impressionné par cette partie du pont Henri-Conan-Bédier qui est le Giscard dans votre commune, qui apporte, qui en ajoute au charme de votre commune. Comme je l'ai dit, j'imagine que le premier magistrat que vous êtes, vous en tirez beaucoup de fierté pour votre commune. Oui. Mais c'est pour cela que Makori, nous appelons Makori la chic. Makori commune chic. Parce que cet échangeur que le président a offert à Makori, elle nous engage et nous oblige à être à la hauteur. Voilà, voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, cet échangeur permet à Makori d'être une commune stratégique. J'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, Makori est à 5 minutes de l'aéroport. 5 minutes du port, 5 minutes du plateau, sont des affaires, et avec l'échangeur, le 3e pont, 5 minutes de Cocody. Donc tout le monde a envie d'habiter à Makori. Donc Makori devient une espèce de commune stratégique qui fait notre fierté. Et nous avons un devoir de tout faire pour mettre Makori au niveau. D'où le concept Makori, commune non seulement chic et propre, mais commune chic et fleurie. Alors, quand vous dites le devoir d'être au niveau, il y a qu'autour donc de ce pan du pont, il y a des maisons qui ne sont pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un projet pour améliorer tout ce qu'il y a autour du 3e pont, mais le projet tarde à démarrer. Oui, parce que ce projet, il tarde à démarrer parce que c'est un projet d'envergure. C'est un projet dont le chef d'État a donné son accord. C'est l'habitat pour tous, transformer Makori-Sikoji, qui longe le pont à un quartier moderne, à un habitat moderne. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire habitat moderne pour tous autour du 3e pont. Tout 3e pont. C'est comme ça que vous l'avez désigné. Bah, ça veut dire que Kono Raphaël va être rebâti. Va être rebâti dans les années qui arrivent, mais pour le faire, il faut d'abord faire une étude. Aujourd'hui, il y a nos partenaires du district qui sont sur le terrain en train de faire une étude pour faire de ce quartier-là un éco-quartier. Donc les études sont en cours. Je pense que d'ici l'année prochaine, l'investissement va commencer. C'est quand même une affaire de 200 milliards. C'est pas rien.
Donc il faut il faut expliquer aux populations comment techniquement cela va se faire, comment ce quartier-là doit se transformer. Et ce n'est pas en 2 ans qu'on le fait, ça prend un peu de temps. Et on va faire un prototype, la première bande, et ensuite on va continuer. Et je pense que d'ici les 5 prochaines années, ce quartier-là sera complètement transformé. Quand je me promène, monsieur le maire, dans les communes d'Abidjan, moi je suis frappé par 3 choses. Il y a les trottoirs qui sont encombrés, 2, il y a le manque d'espace vert, et en 3, il y a les garages à ciel ouvert. Ça, j'ai du mal à supporter, avec parfois des véhicules qui datent, des carcasses de véhicules qui datent de Mathusalem. Et ça défigure toutes les communes. Vous n'êtes pas le seul à être choqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas le seul à être choqué. À Marcory, il y en a, on en voit presque partout. Tout à fait. Ouais. C'est pour cela que dès notre prise de fonction, nous avions lancé un concept très fort, Marcory commune propre, commune chic. Et dans le commune... Vous avez lancé le concept, mais pour le moment, il a du mal à démarrer. Non, mais c'est lui qui l'a démarré, celui-là. Les grands artères de Marcory aujourd'hui ont été libérés. Les grands artères de Marcory ont été libérés. Donc, il faut le mettre dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut empêcher que ceux qui sont partis reviennent. Ensuite, il faut attaquer l'intérieur des quartiers. C'est vrai que ce n'est pas du tout aisé parce que les Ivoiriens ont pris, durant ces 15 dernières années, de mauvaises habitudes. On ne peut pas s'installer sur des trottoirs. Et tout Abidjan est comme ça. Marcory, le conseil municipal, a eu le courage de dire on va libérer les trottoirs. Non seulement on libère les trottoirs, mais il faut curer les caniveaux. Il faut fermer les nids de poules. On a aussi l'opération qu'on appelle les zéro carcasse des véhicules. Aujourd'hui, la cour du district d'Abidjan est plein de véhicules qu'on a enlevés. Les propriétaires ne sont pas venus chercher. Mais comme depuis 15 ans, Marcory a été érigé en garage, donc pour y arriver, il faut vraiment, pour que la mentalité change, il faut qu'on y aille pas à pas. On explique aux gens, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et en même temps qu'on fait ça, on a lancé notre concept qui est Marcory commune chic, commune fleurie. Alors la commune fleurie, c'est de réaménager les espaces verts. Alors il y a un qui est en train de se faire devant le 26e, il y a un qui est fait devant Orcadeco, grâce à nos partenaires, il y a un autre qui va se faire à l'entrée d'Anoumabo, un autre derrière le boulevard de Gabon. Alors une fois qu'on aura fait ces espaces-là, on montrera aux jeunes de Marcory comment doit être un jardin public qui a été colonisé par les commerçants. Quand ils vont voir le prototype avec des topograms, avec de la verdure, alors on pourra commencer à libérer les autres. Parce que la nature a horreur du vide. Quand vous libérez un espace et que vous ne l'occupez pas tout de suite en aménagement, ils reviennent coloniser l'espace. Donc ce qu'on a envie de faire maintenant, on libère un espace, on aménage, les gens le voient, et dès qu'on a les moyens, on en libère un autre, on aménage, et ainsi de suite. Je pense que sur une dizaine d'années, on pourra décoloniser tous les espaces colonisés par les commerçants pour leur permettre de retrouver leur fonction d'antan. Et vous parlez tantôt du boulevard de Marseille, sur lequel vous voulez construire ce que vous avez appelé la balade du monde. L'opération de déguerpissement a commencé et puis l'opération a été suspendue. Qu'est-ce qui se passe? C'est une opération d'État. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'on confonde la balade du monde avec l'agrandissement du boulevard de Marseille. L'État du Côte d'Ivoire a estimé qu'Abidjan a besoin d'un boulevard un plus grand. Donc, après le boulevard Giscard, le boulevard de Marseille va être agrandi en cas d'empêchement de circulation sur le boulevard Giscard, qu'on puisse avoir une voie de dégagement. Donc, ce boulevard de Marseille va être agrandi par la volonté de l'État. Et ensuite, nous allons faire la balade du monde après. Ce n'est pas 2 projets qui sont liés. Voilà, c'est le projet de la mairie, c'est la balade du monde. Le gouvernement va agrandir. Alors, j'ai cru entendre que le ministre va démarrer ces travaux-là incessamment, c'est-à-dire la semaine prochaine, je crois, bien, si mes informations sont vérifiées, que les premiers travaux vont démarrer avec le déguerpissement de ceux qui ont mis des véhicules partout. Et en attendant, si ce boulevard, qui demeure une des célébrités de la capitale économique, avec tous ces restaurants, il y a que les artisans se sont installés dans le désordre, qu'est-ce que vous attendez? Mais là, on ne peut rien faire, on attend que l'État de Côte d'Ivoire vienne simplement commencer les travaux pour agrandir, et puis je pense qu'ils partiront d'eux-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, si vous les faites partir, ils vont revenir, vous n'allez pas faire la police tous les jours, alors qu'on sait que l'État a un projet éminent. Donc je pense que tout le monde attend tranquillement que l'État engage ses travaux, et puis je pense que ça se fera naturellement. Et un autre projet qui vous tient à cœur, monsieur le maire, je peux comprendre, c'est Marcory, carrefour de la culture et du sport. Ça veut dire quoi? Ça renferme quoi? Ah oui, Marcory, carrefour du sport et de la culture. C'est quoi? C'est un simple slogan? Il y a quoi dedans? Non, n'oublions pas qu'aujourd'hui, les magiciens, pour ne pas faire de la publicité, viennent de Marcory. Tout à fait. Qu'à Marcory, on a des grands artistes. Donc, on a décidé de faire de Marcory le carrefour du sport et de la culture. Donc, on a des éléments qui ponctuent, des opérations qui ponctuent
cela. On a le grand concert de début d'année qu'on appelle Bonne année à Makori. Ensuite, on a le FEMUA qu'on sponsorise. On a le festival de gaz qu'on sponsorise aussi. Et puis, on a la foire gastronomique. Et on aura à Makori en décembre, non seulement la foire gastronomique, mais on aura le festival de danse et musique traditionnelle. Et on a des éléments de sport, par exemple, là, on a le tout cyclisme qui vient d'avoir lieu à Makori. On a le Mondialito qui est en train de démarrer. Et puis, on est en train d'aider les jeunes gens aussi à bâtir ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations, en miniature. Donc, vous voyez bien que Makori est non seulement le carrefour de la culture à Abidjan, mais aussi le carrefour du sport. Voilà. L'INGS est à Makori. N'oublions pas, le shampoo est à Makori. Donc il faudrait bien que les gens comprennent. À Makori, il y a le parc des sports à Treichville. Chacun voit sa commune comme elle peut. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant le volet politique de cette émission, Monsieur le maire. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre des échéances importantes avec l'élection présidentielle et puis d'autres élections à suivre. Mais parlons de l'élection présidentielle, qui est la mère des élections, comme on l'appelle. Comment vivez-vous cet événement qui n'est plus loin, peut-être 2 mois et demi? D'abord, je voudrais saluer le président Aimé Adekonan Bédié pour sa clairvoyance. Pour sa clairvoyance, parce que c'est vrai que je suis PDC IRDA, je suis aussi RHDP, et que le président Bédié ait décidé que notre parti n'est pas un candidat, que les enfants d'Oufouette ne doivent plus s'affronter pour des élections, c'est quelque chose de salutaire et de très grand. Il faut saluer cet appel qui permet aujourd'hui aux enfants d'Oufouette de s'entendre autour de candidature unique. Donc nous allons faire cette campagne du président Ouattara avec beaucoup de joie, avec beaucoup de professionnalisme, parce que le bilan du président est positif et parce que nous sommes des enfants d'Oufouette et nous avons un devoir de faire élire au premier tour un candidat issu de nos rangs. Alors, les 3 dernières élections, Monsieur le maire, élections présidentielles, 1995, 2000 et 2010, ont été émaillées d'incidents. Est-ce qu'à 2 mois de cette échéance, là, vous avez des appréhensions quand on regarde la presse, on regarde les déclarations des uns et des autres? Oh, honnêtement, pour être franc, si vous comparez l'atmosphère qui régnait à 2 mois des élections passées, ce n'est pas la même atmosphère. Là, je pense qu'avec l'appel d'Aoukro, l'atmosphère a baissé d'un cran. Et c'est bien ainsi. C'est vrai qu'il y a toujours, je ne dirais pas des rêveurs, des gens qui ont envie de profiter d'une élection pour perturber le système. Mais il faut qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire est au-dessus de nos ambitions personnelles. Voilà. Il faut aller aux élections, que le meilleur l'emporte. Et nous supposons, nous espérons que le meilleur sera notre candidat, le Dr Ouattara. Et il y a quand même de la surenchère, hein, quand on lit les journaux, certains qui appellent à une transition. Que répondez-vous à tout ça? On ne va pas repartir encore pour refaire une transition, comme si la Côte d'Ivoire n'est pas devenu un pays, je dirais, en griffe normal. Voilà. Aujourd'hui, le président Ouattara gouverne, il y a des partis d'opposition. C'est normal qu'au sein des partis d'opposition, il y a un peu de... voilà, on ne le souhaite pas, il faut qu'ils s'entendent. Comme nous, en RHDP, tout le monde n'est pas d'accord avec l'appel de Daoukro. On va s'en accommoder. Et puis, c'est important de comprendre que dans un pays civilisé, un pays normal, il y a 2 grands partis. Si aujourd'hui vous regardez chez nous, au RHDP, qu'est-ce qui différencie fondamentalement le PDCI du RDR et des autres partis? Le RDR est un parti libéral, le PDCI-RDR est un parti libéral. Nous avons la même idéologie, nous avons le même père fondateur que le président Houphouët-Boigny. Pourquoi ne pas s'entendre? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des multitudes de partis politiques émiettés partout pour faire avancer la démocratie? Non, je pense qu'à terme, il faut avoir 2 grands partis. Un parti de gauche, incarné par le FPI et tout ce qui tourne autour, et puis un parti de droite, libéral, incarné par le RHDP. Voilà. C'est une vision qu'il faut avoir. C'est pour ça que nous saluons l'avènement, le processus qui est en train de se mettre pour le parti unifié au sein du RHDP. Alors, vous êtes le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara à Marcory. Vous avez rappelé tantôt les atouts de votre candidat. Depuis quelques jours, ou quelques semaines, on entend certains ténors du RHDP dire que l'objectif, c'est la victoire écrasante au premier tour. Vous considérez pour vous donc que l'élection présidentielle est déjà pliée? Alors, si on fait un peu de statistiques, on va bien comprendre qu'aujourd'hui, dans l'échiquier politique, le PDCI-RDA, c'est plus ou moins 30%. Le RDR, c'est plus ou moins 30%.
Le FPI, plus ou moins 30%. Si vous prenez les partis satellites à droite, c'est 5%, à gauche, c'est 5%. Alors, si on fait 30 plus 5, ça fait 65%. Logiquement, et puis vu le travail que le président Ouattara a fait, il doit dépasser la barre de 65%. C'est vrai qu'en au sein, il va y avoir des petits irréductibles qui vont en vouloir. Mais je pense que logiquement, PDCI plus RDR plus UDPCI plus MFA ensemble, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Ouattara l'emportera au premier tour. Mais certain. Certain. Alors, vous parlez de ce que le président Bédi a appelé les irréductibles, qui refusent donc d'adhérer à l'appel de Daoukro. Comment qualifiez-vous leur attitude? Je dirais que, à la vérité, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué. Pourquoi? Oui, je suis un peu choqué parce que